Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tout l'appui. À tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, allez vous abonner. On a des live streams maintenant durant la campagne. Donc, il y a pas mal de contenu qui va sortir de cette chaîne-là. Allez vous abonner. Vous pouvez aussi nous trouver sur tous les réseaux sociaux et les plateformes audio. Partagez, commentez, faites toutes ces belles choses-là. On l'apprécie énormément. Salim, comment ça va? Écoute, ça va, mais nos auditeurs vont entendre une autre voix que celle de d'habitude. C'est plus sexy. Ah, enfin, c'est plus sexy si tu le dis, mais en tout cas, c'est le fruit d'être allé au Centre Bell mercredi pour voir nos Canadiens gagner et aller dans les séries. Écoute, on est bien chanceux parce que on est en pleine période électorale fédérale. On suit ça de près. On a fait quelques lives, toi et moi, etc. Mais on continue de recevoir des invités. Et c'est des invités de prestige. Puis, on a eu un économiste récemment pour le Parti libéral du Canada. C'était Carlos Letao. Cette fois-ci, on reçoit un autre économiste d'un autre parti politique important dans le paysage actuel du Bloc québécois. Et non, ce n'est pas Jean-René Duvort. C'est Jean-Denis Garon, député du Bloc québécois. Bonjour. Salut, ça va? Ça va très bien vous-même. Oui, merci bien. Ça, vous devez recevoir ces commentaires-là quand même assez souvent. J'aimerais bien. C'est Infoman. J'aimerais bien vous dire que vous êtes originaux, mais ça commence pas fort, là. Non, c'est ça. Un grand merci d'être venu. Ça nous fait plaisir, évidemment, de vous recevoir. On va parler, évidemment, des élections. On va parler de toutes ces belles choses qui arrivent récemment. Vous êtes quand même jeune, puis on va commencer par ça, parce que déjà, c'est rare de voir des jeunes en politique. Je veux juste rentrer un peu dans ta tête. Jeune, professionnel, académique, récemment, papa. Comment ça marche, toute cette mécanique-là? Comment tu le vois? Ah, moi, j'ai 42 ans, là, mais mes militants jeunes trouvent que je suis vieux, puis mes vieux de la vieille trouvent que je suis jeune. Donc, bon, je suis comme dans l'entre-deux. Ben, comment ça marche? Écoutez, j'imagine que c'est comme pour les autres personnes qui font de la politique, là. On est tiré de tous les côtés, on a de la misère à dire non, puis on avance, on recule, puis c'est des ajustements sans arrêt, là. Avec le bébé, là, c'est nouveau. On a le petit garçon 4 mois et demi, c'est le premier. Fait qu'on est en ajustement. La campagne électorale, c'est sûr que sur l'horaire, c'est que des ajustements, que des apprentissages. Mais tu sais, le reste de ma carrière est un peu comme ça. Tu sais, dans le monde académique, on fait de la recherche, etc. Tu sais, on n'est jamais vraiment sur le pilote automatique. Là, ça a aidé, mais regarde, je sais pas trop quoi répondre à part que c'est que des ajustements tout le temps. C'est une job d'ajustement. Tu sais. Non, absolument. Mais là, Jean-Denis, pourriez-vous nous parler un petit peu? On va parler déjà un petit peu de vous, un petit 5 minutes, puis après ça, on va parler plus de politique. Là. Donc, vous êtes économiste de formation. J'imagine économie, bac, maîtrise, doctorat? Ouais, ben c'est ma grande passion. Moi, au début, je voulais être journaliste. J'avais commencé une année de cégep à Québec en journalisme. Puis finalement, j'ai décidé d'aller... j'ai manqué d'argent, puis j'étais au cégep privé. Je vais aller finir à Montréal, puis j'ai fini en sciences humaines, pas de maths. Puis je voulais jamais faire de mathématiques. Puis j'ai eu un prof qui est Alain Terrien, qui est député chez nous. C'est resté mon chum après, depuis le cégep. Ça fait 24 ans qu'on est très chum. Bon, c'est lui qui m'a déménagé quand j'étais allé faire mon doctorat. C'est un chum très proche. Puis là, j'adorais sa façon de présenter l'économie. Puis là, Alain me dit « Va faire tes maths ». Je me suis inscrit au cégep de Rosemont à distance. J'ai fait mes 5,36 de secondaire à distance. J'ai parti, j'en ai fait beaucoup. J'ai une sœur mathématicienne qui m'a aidé. Puis après, à l'université, j'ai rencontré Nicolas Marceau, qui était mon professeur. Puis là, finalement, j'ai fini avec le même directeur de thèse de doctorat que lui. Puis tu sais, de fil en aiguille, c'est devenu une grande passion. Puis c'est une passion pour l'économie publique, la finance publique. Tu sais, comment être capable d'aller chercher des revenus taxés en faisant le moins de dommages possible avec des considérations d'équité, d'efficacité, etc. Fait que je suis vraiment un économiste de finances publiques, d'économie publique. Tu sais, c'est pas mal l'inverse d'un banquier. Ah, mais ça alors, George et moi, on adore ça sur ce podcast-là.
faire des connexions comme ça. Alors, entre Alain Terrien, autre député du Bloc, qui vous a donné la piqûre ou le goût des mathématiques et de l'économie, puis à côté de ça, Nicolas Marceau, il faut juste le préciser, ancien ministre des Finances dans le gouvernement de Mme Marois. Ouais. C'est quand même fabuleux comme... C'est un petit monde, puis on en discutait hors d'onde. Puis après, en 2012, Alain Paquette, qui est mon collègue, qui est devenu un grand ami, puis etc. C'est quand même un petit monde, les économistes. Alors, juste pour les personnes qui nous écoutent, Alain Paquette, qui est un ancien ministre délégué aux finances pour le Parti libéral du Québec entre, je pense, 2008 et 2012. Donc, et puis, je pense qu'il s'était fait élire la première fois en 2003 à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc, c'est un petit monde, mais c'est intéressant parce que ça vient un peu teinter votre parcours. C'est parfait. Donc, là, vous avez fait... votre bac à quelle université? Moi, j'ai fait mon bac à l'UQAM. l'UQAM? Parce qu'à l'époque, il me manquait encore un peu de mathématiques. Puis moi, je suis très fier de l'UQAM. Oui. Il y en a qui nous snobent. Là. Je suis diplômé de l'UQAM. Mon MBA à tout le moins. Je suis très fier de vous. Très fier de vous. Puis à l'époque, ils m'ont admis sous condition. Parce qu'il me manquait des mathématiques. J'ai fait des cours de rattrapage. Puis à la maîtrise, j'ai décidé, j'étais admis ailleurs, de rester à l'UQAM. Puis finalement, je suis allé à l'Université Queen's, qui était dans le top 30-40 à l'époque. Puis c'est là que j'ai fait mon doctorat. Ouais. Fantastique. Et puis donc, évidemment, vous êtes prof depuis un certain temps. Depuis 2012. Ouais. La politique, c'est arrivé ça comment? Parce que là, je comprends que vous avez vous aviez quelques, connaissances, vous avez croisé des gens en politique, mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes lancé en politique et avec le Bloc québécois? D'abord, il y avait clairement une prédisposition. Là. Dans mes champs d'intérêt, de recherche, tout le reste, il y avait une prédisposition. Mais moi, j'ai été militant au Parti québécois et au Bloc quand j'étais plus jeune. Okay. J'ai été représentant jeune du Parti québécois dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Oui, OK. On doit connaître des gens quand même. Oui, c'est certain. Tout le monde connaît tout le monde dans ces choses-là. J'ai fait des campagnes électorales comme militant pour le Bloc à l'époque où on a battu Lisa Frula dans Jeanne Lebert à cette époque-là. Donc, mais tu sais, j'étais un militant, pas un organisateur, mais je donnais mon coup de main. Puis à un moment donné, il fallait que je me concentre sur mes études. T'sais, le militantisme, moi, je fais attention à mes jeunes militants. Pour leurs études, leurs examens. Puis je fais vraiment attention à eux parce qu'à un moment donné, vous savez comment c'est, là. Les militants, on les appelle. Puis, moi, j'ai souvenir du jour où j'ai écrasé mon téléphone cellulaire. Puis je l'ai pitché dans le fleuve à Verdun parce qu'on m'appelait toujours. J'avais de la difficulté à dire non. Puis j'avais eu des mauvaises notes à une session parce que je militais trop. Puis là, je me suis dit, je me concentre là-dessus. Puis, à un moment donné, c'est revenu. Puis, comme prof, j'ai été invité à être chroniqueur dans le Journal de Montréal. C'est quoi? Mais beaucoup sur des trucs économiques. Là. Je pense pas que le jupon a beaucoup de dépassé, quoi qu'on est qui on est. Puis j'ai rencontré Yves-François Blanchet à l'époque des médias. Un peu comme j'ai rencontré Jean Lapierre. T'sais, Jean Lapierre, à un moment donné, on allait luncher ensemble. Puis, il sort de l'ascenseur à TVA. Puis, il dit, Jean-Denis, on va luncher. Puis là, il est écrit sur Twitter, tu sais, Yves-François, c'était un peu comme ça, puis on s'est liés d'amitié. Puis quand, il voulait en discuter avec moi quand il pensait devenir chef du Bloc. J'ai fait partie des quelques-uns qui ont dit c'est une très bonne idée, vas-y, malgré les sondages. Puis quand on a été élu, quand le Bloc est arrivé en 2021, on est passé de quelques députés à 32. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas siégé là-dedans. Puis des fois, Yves-François avait besoin de jaser d'éléments de politique publique. Ça relève beaucoup du privé, mais c'est comme un peu de fil en aiguille que tout ça est arrivé. C'est intéressant, puis il faut juste rappeler aux gens qui nous écoutent qu'il y a une période que le Bloc a traversé qui a été quand même très difficile, là, avec des questions de leadership. Il y avait Martine Ouellette qui est passée par la suite de l'Assemblée nationale au fédéral, puis les chicanes internes. Puis là, le nom de François Blanchet circule et je sais pas à qui je parlais. J'ai dit, garde, ils ont trouvé la meilleure personne. Bon, nous, on a connu François Blanchet à l'Assemblée nationale du Québec. Et on voit les résultats. Il a complètement transformé le parti. Moi, je suis biaisé. Là. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'adore. Je pense que c'est un bon communicateur. Puis c'est un homme sensible et émotif. Des fois, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment humainement une très, très belle personne. C'est pas un homme qui est dur. Il est adoré de sa députation, il est adoré des militants. Mais à l'époque, on a appris de ces erreurs-là. À l'époque de 2011, quand on est tombé à 4 députés, il y a eu la vague Jack Layton, etc. Bon, ça, c'est une vague, mais il y avait eu des gouvernements minoritaires, les gouvernements Harper. Puis
c'est dur, les gouvernements minoritaires, vous le savez, là, sur l'organisation des partis, parce que tu sais jamais si tu es en élection dans 3 mois, dans 6 mois, exact. dans 9 mois, dans 12 mois. Fait que tu n'as souvent pas le temps de renouveler ton programme, renouveler ta plateforme, tu n'as pas le temps de faire des congrès, puis à un moment donné, tu es toujours à risque de faire en sorte que tes idées vieillissent un peu. Puis on a appris de cette époque-là. Là, on sort de 2 gouvernements minoritaires où on a fait 2 congrès où notre programme est nouveau, renouvelé notre plateforme, mais on a appris beaucoup de cette époque-là. Je sais pas qui, je pense que c'est Jean-Marc Léger qui nous disait récemment, là, il dit « Les meilleurs politiciens, c'est ceux qui ont déjà perdu. » Ah oui, mais ça, c'est... Puis ça fait partie du background qu'on a, puis ça nous aide beaucoup dans la campagne électorale actuelle. De dire, on colle à nos idées, on colle à notre plateforme, on sait que l'oreille va se tendre, mais il ne faut pas céder à la panique parce qu'on s'adresse à l'intelligence des gens, là, puis ça, on l'a appris de cette époque-là. Alors, Jean-Denis, tu disais que tu étais passionné par la chose publique, parce que même l'économie que tu as étudiée, c'était une économie basée un peu sur l'économie d'une nation, d'un pays. Et comment on se lance en politique avec cette passion-là, fondamentalement avec un parti politique qui n'arrivera jamais au pouvoir? Parce que si ça avait été au Parti québécois, je n'aurais pas posé cette question parce que le Parti québécois aspire à gouverner. Le Bloc, par la force des choses, tu ne seras pas ministre bloquiste des Finances. Non, là. je renouvelle mon permis de conduire chaque année soigneusement. Je n'aurai pas de chauffeur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ben, si tu ne crois pas dans l'opposition, tu ne crois pas dans la démocratie. Okay. Moi, je trouve ça quand même hallucinant, les gens qui me disent « tu ne seras jamais au pouvoir ». Puis si j'étais dans un parti qui cherche le pouvoir, on me dirait « tout ce que tu veux, c'est le pouvoir ». Tu t'en sors jamais de ces choses-là. En réalité, on contribue à la démocratie, on dépose des projets de loi. Il y en a qui disent « vous ne les faites pas adopter ». Oui, mais on nous les vole. C'est aussi bien comme ça. Puis, le NPD jamais été au pouvoir à Ottawa. Ils se sont fait voler à certaines époques des gros pans de leur programme vers le parti au pouvoir. Ben, ils le disent encore, d'ailleurs, je crois. Ils le disent encore. Ben oui, c'est ça. Puis là, tu sais, la notion d'être au pouvoir, nous, on est un peu le gardien de but. T'sais. Les joueurs d'avant dans le mouvement souverainiste sont à Québec. Le référendum, il va être à Québec. Mais si un jour on fait l'indépendance, il faut qu'on puisse faire l'indépendance de quelque chose qui nous ressemble. Puis il faut que cette voie-là, en fait, il faut que la défense des intérêts du Québec est nécessaire à Ottawa. Quand on parle d'économie, de langues officielles, de nos secteurs, etc. Après, la décision, elle va se prendre à Québec. Mais on fait quoi comme souverainiste à Québec si on n'a pas préservé ce qui fait de nous un peuple unique qui peut faire son indépendance? C'est beaucoup ça. Maintenant, pas être au pouvoir. Le pouvoir, c'est pas nécessairement une fin en soi. Non, mais quand je parlais de pouvoir, c'est pas dans le sens d'une fin en soi, mais souvent les idéalistes veulent être en mesure de mettre en place les politiques auxquelles ils pensent, etc. Et souvent, c'est plus facile de les mettre en place lorsqu'on est au pouvoir que lorsqu'on a envie simplement d'influencer le pouvoir en place. Ben oui puis non. Oui puis non. Je vais vous donner un exemple. Vous avez parlé un peu de ma carrière d'économiste. Oui. On vit dans un... Moi là, je trouve qu'on vit dans un monde qui est extrêmement polarisé. Vous avez des gens à gauche qui voient de la pauvreté, de l'itinérance, puis ils ont raison, puis qui veulent qu'on ait un supplément de revenus garanti. Puis il y a des gens qui regardent la décote qu'on a eue à Québec, puis là, qui se disent, là, écoutez, il faut qu'on resserre, on n'est pas capable, etc. Puis moi, la recherche que je faisais, ça s'appelle, il y a un prix Nobel qui a été attribué pour un des grands innovateurs là-dedans, ça s'appelle la taxation optimale. Tu sais, de dire, on a des objectifs collectifs, puis là-dedans, il y a de l'équité, de l'égalité, de la redistribution, puis ça a un coût. Comment on est capable d'équilibrer les deux, puis ça nous amène nécessairement à quelque part au centre, tu sais, puis à un endroit intellectuellement, à tout le moins, où on se dit, tout ça n'est pas irréconciliable, si on est capable de faire des compromis. Puis, le Bloc québécois, tu sais, quand on dit qu'on porte les consensus de l'Assemblée nationale, je vous donne un exemple, tu sais, c'est vrai qu'on est proche du Parti québécois, c'est vrai qu'on va aider le Parti québécois à la prochaine élection, mais quand on dit qu'il n'y a pas une économie au Canada, mais qu'on a 13 économies, puis que les barrières au commerce, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont des choses qui définissent notre identité comme Québécois pour nous, puis sont vues comme des barrières par le reste du Canada. Bien, elle est unanime, la motion à l'Assemblée nationale. Là, bon. Puis pour le reste, moi, j'ai fait adopter un projet de loi dans la dernière législature, C-290, à l'unanimité par la Chambre des communes. C'est un projet de loi de protection des lanceurs d'alerte, des whistleblowers. Puis ça a commencé, ça, quand
sais, quand tu deviens député, vous savez, là, les gens vous écrivent, ils ont toutes sortes de choses à vous dire. Puis à un moment donné, tu te dis, c'est-tu des paranos, ça l'est-tu pas? Puis il y avait des gens qui avaient vu des actes répréhensibles, presque criminels, là, dans des ministères. Puis ils m'appellent en disant, j'ai perdu ma job, j'ai été l'objet de représailles, etc. Puis j'ai vérifié, puis c'était vrai. Puis je leur disais, portez plainte. Puis ils me disaient, on peut pas, parce que le régime de protection, il y a tellement de trous qu'ils vont, ça va être encore pire pour moi, puis ils vont même s'attaquer à ma famille. Puis là, je me suis demandé comment ça se fait qu'on n'a jamais réparé ce régime-là. Puis la réponse était simple. Les partis au pouvoir n'en veulent pas. Les conservateurs pensent qu'ils vont être au pouvoir, puis ils n'en veulent pas de lanceurs d'alerte. Puis c'est le Bloc qui a passé ça. Alors ça, c'est intéressant. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'un projet de loi du Bloc a été adopté à l'unanimité. À unanimité. Mais il y a du travail là-dedans. Il a fallu négocier avec le Conseil du Trésor, puis c'est ça qu'on fait. Il faut que tu crois le travail parlementaire. Moi, je suis toujours flabbergasté. Systématiquement dans des débats de circonscription. Là. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Tu as toujours quelqu'un qui dit « Vous ne serez pas à table des décisions, le Bloc. » Puis quand tu regardes, là, regardez les libéraux. Là. Mettons que les Canadiens et les Québécois donnent 200 sièges à Mark Carney. Là. Il y a 21 ministres. Là. La plus longue table au pouvoir, c'est la table des backbenchers. C'est la table des députés d'arrière-ban qui font le même travail que moi, qui sont obligés d'aller voir les ministres en chambre parce qu'ils sont pas capables de les voir au caucus, puis qui font des représentations. Puis même c'est pire que ça. Moi, j'ai réussi à faire des grandes avancées pour faire, c'est pas décontaminer, mais que le processus de décontamination d'une terre, d'un dépotoir illégal à Kanesatake, ça commence. Qu'il y ait des appels d'offres. Puis je l'ai fait parce que les ministres, ils voulaient pas que je chiale trop à voix haute. Ils se sont dit, on va travailler avec Garon. Mais si j'avais été député libéral, ils m'auraient dit, fais-nous pas de trouble, puis on va te donner une vice-présidence de comité à quelque part, puis une prime salariale, fais-nous pas de trouble. T'sais. Si vous ne croyez pas au travail parlementaire et à l'opposition, vous ne croyez pas à la démocratie. C'est simple comme ça pour moi. Oui. Puis je trouve que c'est un travail qui est... C'est pas un travail qui est ingrat dans sa nature. C'est un travail qui est ingrat parce que les gens pensent que vous servez à rien. Mais s'il y a juste les ministres qui servent à quelque chose, pourquoi on a un Parlement? Non, mais moi, je suis 100% d'accord avec ça. Et d'ailleurs, il m'est souvent arrivé de le dire même à certains amis qui sont élus, qui sont dans l'opposition, qu'ils avaient un rôle à jouer et que, de toutes les manières, il y a une certaine, j'aime pas le mot, là, mais il y a une certaine idéologie à laquelle, de laquelle minimalement on s'inspire lorsqu'on est un parti politique. Ouais. Et d'une certaine manière, on est garant de ça parce que ça existe dans la société. Il y a une représentation de ça. Donc c'est tout à fait... Par ailleurs, tu sais, moi je suis partisan à Ottawa. Je vous l'annonce tout de suite, là, je suis payé pour être partisan. Je pense que c'était Stephen Blaney à un moment donné, quand il a fini sa carrière, s'était fait interviewer, puis les gens disaient « Vous êtes reconnu pour être partisan. » Puis il disait « Ouais, mais c'est ma job. Si nous, on n'est pas partisan, qui va l'être? À Ottawa, je le suis. » Mais tu sais, moi, dans mon comté, là, que je sois ministre ou pas ministre, quand quelqu'un a un problème d'assurance-emploi, quand tu as des gens qui ont des problèmes d'immigration. Au fédéral, on règle des tonnes de problèmes de gens qui votent même pas, qui sont même pas citoyens. Hein. Tu comptes même pas les votes. Tu sais, t'es pas partisan quand t'aides le communautaire. Puis, le travail de comté, il est non partisan. Je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. Puis si tu le fais de façon partisane, si tu demandes à quelqu'un comment il vote avant de l'aider, tu n'as pas ta place là. Non. Je suis 100% d'accord. Mais regarde, là, vraiment, puis honnêtement... j'apprécie moi personnellement que tu le dises comme ça à haute voix et aussi clairement parce que d'abord c'est le cas de la majorité des députés, on va s'entendre là. Il y a probablement quelques brebis galeuses ici et là, mais je veux dire d'une manière générale. Puis la raison pour laquelle je commente là-dessus, c'est parce que il y a tellement une certaine montée du de cynisme dans la population où on a l'impression... J'ai déjà travaillé dans une circonscription et George aussi. Puis moi, il y a déjà du monde qui sont venus d'une autre circonscription pour dire on vient là parce qu'on pense qu'on n'est pas représenté par l'autre. Je dis mais ça n'a rien à voir. Je dis non. Commencez là-bas. Puis si nous, on peut compléter... on va compléter, puis c'est pas parce que je veux pas vous aider. Mais des fois, il y a des gens qui sont plus à l'aise à aller... Je vais donner un exemple. Aller dans un endroit ou un autre. À un moment donné, nous, à l'UQAM, dans mon département, sciences économiques, à un moment donné, l'algorithme à IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, bloquait tous les étudiants africains. Mais c'était comme un...
francophone. Nous, on l'a dénoncé, mais c'était une affaire qui s'auto-nourrissait. Comme il y avait déjà eu certains enjeux, ben là, ça prédisait qu'il fallait les refuser automatiques. Vous savez, le genre de discrimination fabriquée par des algorithmes automatiques. Puis nous, on l'a beaucoup dénoncé, mais à un moment donné, sur 11 étudiants de doctorat, il y en avait 10 bloqués. Puis là, je les connais, je connais les enjeux, etc. Puis on parle aux ministres. Il y a des gens qui sont à l'aise d'aller voir un autre élu, puis c'est correct. Mais moi, je pense que la majorité des élus qui le font pour les bonnes raisons. Là. Non, c'est ça. Exactement. Exactement. J'aimerais un peu qu'on parle de la place du Bloc dans dans l'environnement politique fédéral, et c'est quelque chose qui revient, puis on l'a vu, il y a 2 débats en anglais puis en français, et d'ailleurs, je dis même ça à Salim, je pense que votre chef a très bien performé, autant en anglais qu'en français, pour démontrer que il y a une place du Bloc à Ottawa, surtout avec le contexte actuel où on essaie, c'est ça la politique, hein. L'enjeu principal, c'est les relations avec les États-Unis. Puis c'est pas vrai que le Bloc va s'asseoir sur la table à Ottawa. Donc, écoutez, venez nous appuyer. C'est la stratégie électorale. Puis ça semble marcher pour M. Carney. Donc, je veux vous amener dans ce terrain un peu. La place du Bloc, surtout maintenant quand on voit que il y a des appuis qui commencent un peu à bouger dans cette campagne-là, principalement à cause du fait que la stratégie du Canada, c'est avec les États-Unis. Donc, bloquistes, oubliez votre partisanerie pour l'instant, venez chez nous puis on va s'occuper des affaires. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? On parle de ce que vous voulez. Moi, il y a un truc que je trouve fascinant. C'est que, on va ouvrir la boîte de Pandore. Là. Ça sert à quoi le Bloc? La fameuse question. C'est une question que juste les Québécois se posent. Dans les 9 autres provinces, ils savent à quoi sert le Bloc. Ouais, quand vous écoutez les gens plus conservateurs de l'Alberta, de la Saskatchewan, de la Manitoba, ils ont essayé d'avoir un bloc. Ils ont essayé d'avoir leur Reform Party, l'Alliance canadienne. Quand vous regardez le Parti libéral du Canada, à bien des égards, à certains moments de l'histoire, c'était rendu un parti régional aussi. Hein. C'était le Parti de Toronto, à bien des égards. Il y a juste les Québécois qui se posent cette question-là pour une raison simple. C'est que les Québécois ne réalisent pas que le gouvernement du Québec, c'est pas un gouvernement provincial normal, indépendamment de la couleur du gouvernement à Québec. Le gouvernement du Québec, il a des responsabilités historiques que les autres gouvernements provinciaux n'ont pas, puis c'est des caractéristiques de gouvernement national. Pas juste les 2 rapports d'impôts, faire notre propre politique fiscale, le ministère de la Culture, les subventions. Vous savez, quand vous voulez des subventions en recherche et développement, dans les autres provinces, c'est à Ottawa, c'est pas nécessairement à Québec. On a une télévision publique, tout ça, là, tout cet aspect national du gouvernement du Québec, politique, économique, c'est typique au gouvernement du Québec. Moi, quand je restais à Kingston pendant mon doctorat, les gens, on n'en avait pas à peu près de nouvelles de Queen's Park, là, du Parlement provincial aux nouvelles. Il n'y avait que Ottawa. Donc, le Bloc, nous, quand on dit qu'on sert à représenter les consensus de l'Assemblée nationale, c'est parce que ces consensus-là portent sur des questions beaucoup plus larges que ce qu'on a dans les 9 autres provinces. Si vous êtes l'île du Prince-Édouard, puis que vous avez moins de gens dans la province que dans certains quartiers de Montréal, vous, la centralisation, ça fait votre affaire. Parce que vous êtes tout petit, puis ça coûte cher, on a un système de santé, puis qu'Ottawa s'en mêle, puis verse, puis mettre des conditions, ça vous dérange moins. Mais quand on a un territoire comme celui du Québec, avec les réseaux qu'on a, puis où le gouvernement du Québec, c'est le plus proche sur le terrain, les besoins sont différents. Alors, les Québécois, quand ils questionnent la nécessité, on va parler de la négociation commerciale, je n'ai pas oublié la deuxième partie, mais je suis jaseux, là. Quand ils questionnent l'utilité du Bloc, ils pensent qu'ils sont une province comme les autres. Ouais. Ce que nous ne sommes pas. Maintenant, pour la négociation, moi, je trouve ça toujours drôle, là, que les gens pensent que Carney va s'asseoir avec Trump, puis ils vont s'ouvrir une bière, puis ils vont négocier. C'est pas comme ça que ça marche. En réalité, c'est des équipes de fonctionnaires. Ouais. Ils se rencontrent. Puis, il y a 2 grosses étapes dans une négociation. Là. La première, elle prend, je l'ai répété 25 fois, là, un peu partout, mais la première, elle prend 15 secondes. On s'assoit à 2 pays ou 3, puis on se dit, on veut faire des échanges commerciaux. Puis là, arrive la deuxième étape. OK, qu'est-ce qu'on exclut? Mais nous, on parle de la gestion de l'offre, on a les notions de langue française. L'affichage bilingue, là, dans le reste du Canada, c'est vu comme une barrière. Je vais vous donner un exemple. Moi, je siégeais au comité de la santé. Puis à un moment donné, il y avait eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie. Puis on a eu une pénurie d'analgésiques, de Tylenol, puis de formules pour bébés pendant la pandémie. Puis les conservateurs de l'Ouest,
commençait à dire dans l'Ouest que c'était à cause de l'étiquetage bilingue que les bébés n'avaient plus de formule, puis qu'on n'avait plus de Tylenol, puis on était obligé de s'excuser parce qu'on leur a demandé. Il faut protéger ces choses-là. Puis il faut l'apporter, la Voix du Québec, l'aluminium. Je vous le dis, on jasera de ce qui s'est passé avec l'aluminium à la dernière ASEUM, là, puis le rôle du bloc. Bon. Puis les États-Unis aussi protègent des choses. Ceux qui pensent là, que des F-35, là, ça s'achète sur le marché comme ça, là, librement, puis que le coton, c'est un libre marché, puis qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité nationale pour plein de denrées pour l'agriculture américaine, puis que le lait produit aux États-Unis n'est pas payé, il n'est pas financé avec l'argent du contribuable américain, là. Font des erreurs. Alors, on négocie des exemptions. Et nous, au Bloc québécois, on est convaincus que jamais ils vont sacrifier quoi que ce soit dans l'auto. Jamais ils vont sacrifier quoi que ce soit dans les ressources pétrolières de l'Ouest. On le sait objectivement. Là, les banques canadiennes sont surexposées dans leurs prêts dans les investissements pétroliers parce que le développement économique canadien a été surexposé dans le développement pétrolier ces dernières années. Puis on pense que le Québec peut être mis sur la table. Puis, j'ai-tu le droit de continuer? Oui. Ben oui. Je vais vous donner un exemple. Là. Dernière ASEUM, c'est à l'époque où le Bloc était encore, je pense, on était à 10 députés. Ouais. Bon. Puis à l'ASEUM, ils ont négocié un certain nombre de choses, notamment sur les pièces d'automobiles qui peuvent traverser la frontière. Puis à l'époque, pour les pièces fabriquées en acier, il y avait une exigence dans l'ASEUM négociée avec Trump, avec le Canada, une exigence pour que l'acier provienne de la zone Canada, États-Unis, Mexique. Fait qu'on disait, vous n'allez pas venir d'acier de la Chine, faire une pièce d'auto avec, puis finalement l'envoyer aux États-Unis gratuit. Pour l'aluminium, et 7 des 8 alumineries au Canada sont au Québec parce qu'on a cette énergie-là, on a l'hydroélectricité, c'est une grosse partie de l'input quand tu fais de l'aluminium. Ben, ils ont tout simplement oublié. Personne n'y a pensé. Puis on se ramassait dans une situation où tu pouvais faire venir de l'aluminium de Chine puis de Russie, le transformer, pas prendre de l'aluminium canadien, puis envoyer des pièces aux États-Unis. Quand le Bloc s'est rendu compte de ça, c'est nous qui l'avons signalé à la Chambre des communes. Les gens disent, vous n'êtes pas à table. Là. Non, mais on vote. On vote. Puis grâce à nous, il y a eu un mécanisme d'identification des sources d'aluminium obligatoires qui ont été ajoutés en addendum à cet accord-là. Puis ça a même permis au président Biden, pendant son mandat, de se retourner contre le Mexique et de dire, là, vous n'êtes pas capable de nous dire où vient votre aluminium. Puis si vous ne le faites pas, à un moment donné, on va sévir. Puis c'est ce mécanisme-là qui vient du travail du Bloc québécois qui a protégé notre industrie. Puis c'est des milliers d'emplois. Fait tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas à la table. Mais tu sais, de penser qu'un accord commercial, finalement, est appliqué sans l'accord du Parlement, puis que le gouvernement peut toujours faire abstraction de ce qui se passe à la Chambre des communes, c'est encore une fois, c'est pas très démocrate. Ouais. C'est pour ça que j'étais très prudent de dire que c'est des stratégies électorales. Il n'y a pas une personne qui connaît ce qui arrive en arrière-scène. On voit un scénario et on voit une personne qui dit « Je suis le mieux placé pour m'occuper de vous. Venez-vous-en. » Et là, on a vu un peu le shift de l'appui. Et je vais te poser... il faut les watcher. Mais oui, mais je vais te poser la même question qu'on a demandé à Jack Metzing quand il était ici. Et c'est facile, évidemment, avec le recul, hein, de dire n'importe quoi puis de revenir en arrière. Est-ce que... tu sais, quand vous retournez au mois de novembre, décembre, sachant qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à date... Est-ce que vous regrettez un peu la décision d'avoir gardé le gouvernement de Justin Trudeau si longtemps au pouvoir au lieu d'avoir... nous, on est contre tous les budgets. Entre autres, parce qu'il y avait des ingérences graves dans les compétences du Québec là-dedans. Là. Ils ont fait un régime d'assurance dentaire, un médicament géré par la Sun Life, là, plutôt que de les donner aux provinces. On parle du dentaire, là? On parle de l'assurance médicaments. L'assurance médicaments. Okay. Il faut, parce que le dentaire, c'est différent comme modèle. Là. Ouais, le dentaire. En fait, le dentaire, c'est encore pire. Là. On peut en parler rapidement. Le dentaire, moi, il y a des personnes âgées qui venaient dans mon comté et qui me disaient j'ai besoin d'un soin dentaire. Puis au début du programme, là, du NPD puis des libéraux, là, il fallait que la personne âgée, elle paye, elle sorte sa carte de crédit. Là, les crédits n'étaient pas encore provisionnés. Ils ne savaient même pas c'était quoi le montant de retour. Après ça, il fallait qu'il y ait sur le portail. Les gens qui nous écoutent, ils viennent de finir leurs impôts, le portail de l'ARC. Là. C'est comme... moi, je fais des cauchemars la nuit quand j'ai rentré là-dessus. Là. Puis là, tu demandais à des personnes de 82 ans d'aller sur le portail puis d'attendre un montant qui était incertain. Tu sais, quand au Québec, on a déjà le système pour les enfants, les dentistes sont plugués dessus, puis on aurait pu... Ouais.
le greffer au système québécois. Bon, on a voté contre ces choses-là. Ben, le NPD, là, le NPD, ben, ils ont soutenu le gouvernement. Maintenant, est-ce qu'on regrette? C'est bien la preuve qu'on n'est pas électoraliste. T'sais, nous autres, les sondages étaient au plafond, puis on a dit on veut avoir un gain pour protéger la gestion de l'offre par voie législative. Puis aujourd'hui, la campagne nous montre qu'on a raison, là, parce qu'ils vont la sacrifier, la gestion de l'offre. Si je peux me permettre juste de faire l'avocat du diable instant. Puis le diable, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est les libéraux ou les néo-démocrates, mais en tout cas, ils ont le même argument là-dessus concernant le dentaire. Ouais. Eux autres disent ce n'est pas de l'ingérence dans une compétence du Québec. Alors, leur argument que tu dois sans doute déjà connaître, tu l'as entendu à la Chambre des communes, peut-être c'est qu'ils ne s'ingèrent pas ni dans la pratique, ni dans la gestion du système, ni même dans ce qu'on demande aux dentistes, c'est-à-dire au niveau des ordres professionnels et autres. Eux autres, ce qu'ils disent, on a mis en place juste un système où on rembourse la facture. Ils disent, on rembourse la facture, that's it, that's all. C'est un bon loophole qu'ils ont trouvé. Ouais, non, mais tu sais, je veux dire, ça se défend. Je sais que tu les aimes pas, mais ça se défend. Non, je parle pas de toi, là, je parlais de George. C'est des arguments malhonnêtes qui visent à tromper les Québécois. Je vais vous donner même un autre exemple, encore plus récent. Okay? Bon. Mais peux-tu nous dire déjà pourquoi il est malhonnête, l'exemple? C'est le fameux pouvoir fédéral de dépenser. T'sais, la Constitution, là, ce qu'elle dit, c'est que les provinces, ils ont des compétences exclusives pour légiférer. Le Québec peut ouvrir des hôpitaux, gérer des hôpitaux, la santé, l'éducation, etc. Puis le fédéral peut légiférer, là, faire des lois dans certaines autres choses. La défense nationale, les passeports, la politique étrangère, etc. Mais la Constitution, elle a été écrite à une époque où il n'y en avait pas d'impôt sur le revenu, là, puis où les grosses sources de fiscalité, c'était les tarifs douaniers puis la dîme là, pour l'Église. C'était à peu près ça. Fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le fédéral a beaucoup de revenus, parce que les sources de revenus ont augmenté dans l'histoire avec les guerres. À toute fois qu'il y a eu une guerre, il y a une augmentation de la capacité d'État vers le centre, où les responsabilités étaient importantes. Bien, ils ont beaucoup de revenus aujourd'hui, avec des responsabilités qui sont moins importantes. Les provinces, avec l'État-providence, le système de santé publique en 1867, ça n'existait pas quand ils ont donné la santé aux provinces, puis ils leur ont donné juste les impôts directs là, dans la Constitution. Les provinces, leurs responsabilités ont cru, pas autant que leurs sources de revenus. Fait qu'Ottawa se ramasse avec du cash. En plus de ça, c'est eux qui impriment la monnaie. Ils ont une capacité souveraine d'emprunt. Fait que c'est eux qui ont du cash. Alors, la technique, c'est de dire la chose suivante. Et là, ça atteint des proportions records avec Jagmeet Singh cette année. Là, c'est proprement scandaleux. Là. Pas juste sur l'assurance dentaire, etc. Fait que là, ce qu'ils disent, c'est, vous, les provinces, vous êtes dépendants des transferts qu'on vous envoie parce que nous autres, il nous reste du cash. Fait qu'on ne peut pas légiférer dans le système de santé. Mais si vous n'ajustez pas vos lois pour faire en sorte qu'ils sont écrits comme on voudrait, mais on vous coupe les vives. Tu sais, c'est ça qu'ils font. Fait que c'est ça qu'ils font. Jagmeet Singh, là, présentement, il dit on va couper les transferts aux provinces. Nous, là, ça fait des années qu'on le dit, là. Il y a de la capacité financière à Ottawa, les provinces en manquent. Puis quand on va manger un coup économique, là, c'est les provinces qui vont se faire décoter, là. Les gens ont bien beau chialer après la CAQ. On est la 4e province à se faire décoter par Standard & Poor's. La 4e. La 4e. Tu sais, c'est pas typiquement québécois, là. Jagmeet Singh dit, si les provinces ajustent pas leurs lois sur la régie du logement, c'est du droit civil, c'est exclusivement provincial, on vous coupe les vives. Mais c'est pas une ingérence parce que c'est pas moi qui écris la loi. Alors, sais-tu quoi? C'est épouvantable. Sais-tu quoi, Jean-Denis? Je pense que la manière dont tu l'expliques, c'est pas la manière qu'on l'entend dans les médias. C'est très bien expliqué. Ensuite, on est d'accord. Puis c'est rigoureusement vrai. Non, mais je mets pas en doute du tout ce que tu dis. Le soin dentaire, c'était ça. Le soin dentaire, ils nous disent, ils se promènent. Moi, je débat contre Alexandre Boulris qui me dit, vous avez voté contre, votez contre, votez contre. Si votre enfant de 9 ans va chez le dentiste, vous passez sa carte chez le dentiste, puis vous n'avez même pas à sortir votre carte de crédit. On peut étendre ce système-là, dont l'infrastructure existe déjà, là, pour les soins aux personnes âgées et à tout le monde. Mais à la place, ils ont aimé mieux pour mettre une feuille d'érable dans le coin d'un chèque, dire on le fait nous-mêmes, quitte à ce que les gens aient un solde de carte de crédit.
Même affaire pour l'assurance médicaments. Il y en a une assurance médicaments à Québec. L'infrastructure est déjà là. Puis ils ont préféré le faire gérer par la Sun Life plutôt que de dire on envoie l'argent aux provinces parce qu'ils veulent se promener en campagne électorale pour dire on a fait des soins de santé puis c'est pas une ingérence. Non seulement c'est malhonnête, puis en plus c'est un manque de transparence. Les gens, ils sont mélangés. Ouais. Les gens, là, ils veulent savoir si les soins sont donnés correctement ou pas. C'est de la faute à qui? Le système de santé marche ou pas? C'est de la faute à qui? Il est mal financé, c'est de la faute à qui pour voter en conséquence à l'élection. Puis ces manœuvres-là, ils sont antidémocratiques parce qu'ils font en sorte qu'il n'y a plus de transparence. Puis les gens sont mêlés quand c'est le temps de voter. Écoute, je trouve que c'est une très bonne réponse aux arguments des libéraux et des néo-démocrates. Bon, ensuite, les gens peuvent être d'accord avec un bord ou un autre, mais c'est une très bonne réponse. Mais je veux revenir 3-4 minutes en arrière, là, où tu parlais du fait que le Bloc québécois s'est assuré, notamment dans la renégociation de l'ALENA il y a quelques années, de défendre certains intérêts du Québec. Mm-hmm. Notamment, tu as donné un très bon exemple, celui des alumineries. Oui. C'est très bien. Honnêtement, j'ai jamais douté du fait que le Bloc pouvait apporter quelque chose, ne serait-ce que pour les raisons démocratiques que tu as évoquées plus tôt. T'sais. Puis moi, j'ai été au gouvernement du Québec à une époque qui, malgré que c'était un gouvernement libéral et fédéraliste... On nous a mis en silence. Ben, tabarouette, oui, on vous aimait. Mais oui, on vous aimait, ben, bien sûr. Puis moi, je me souviens débat des chefs, où M. Duceppe parlait de M. Charest autant qu'il prononçait le mot M. Harper. Tu sais, c'est comme... Ah oui. Parce qu'il y avait effectivement cet intérêt-là. Mais il y en a des consensus au Québec. Mais ça, j'en doute pas. Mais alors, moi, je reviens un petit peu à une certaine... je vais te dire... pas pédagogie, mais théorie, à laquelle je tiens parce que je suis un peu puriste, et ça vient avec ses qualités, mais ça vient aussi avec ses défauts, c'est comme ça. Normalement, sur 338 députés, là, il va y en avoir plus, avec 343, c'est ça? 343. C'est ça. Des sièges ajoutés en Ontario et en Alberta, et il y en a 21 au Québec. Donc quoi, c'est 77 le Québec a fait protéger les sièges du Québec 78. Parce qu'on retirait un siège au Québec. Alors là, on a combien? On a 78. C'est ça, 78. C'est ce que j'allais dire. Donc, parce qu'on était sur l'utilité du bloc. Là, okay. Donc, je trouvais ça utile de le mentionner. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Sans nous, on aurait un siège de moins. Mais honnêtement, on met les couleurs politiques de côté un instant, là, toutes, autant qu'elles soient. 78 députés du Québec, 78 Québécois à la Chambre des communes, en théorie, ça devrait être en mesure d'influencer dans les intérêts du Québec. Rappelez qu'il y a des éléments au Québec qui sont peut-être pas pris en compte dans certaines pièces législatives ou dans des négociations d'accords de commerce internationaux comme la CEOM, etc. Moi, c'est ça la question, c'est que je me dis, si c'est une fédération dans laquelle le fédéral a des champs de compétences, nous, population du Québec, envoyons 78 représentants du Québec à Ottawa. Les couleurs politiques, ben, c'est un peu l'opinion des gens. C'est-à-dire que, bon, ben, si on est lié à un conservateur, c'est parce qu'on est d'accord avec sa vision des enjeux fédéraux. Donc, c'est pour ça qu'on envoie un conservateur ou un bloquiste ou un libéral ou peu importe. T'sais. Pourquoi il faut qu'on revienne nécessairement à chaque fois à dire... Oui, mais l'Assemblée nationale, lorsque le Bloc québécois, à la base, ne représente ni l'Assemblée nationale, ni le gouvernement du Québec. Et c'est là, parfois, où il y a certaines personnes qui bloquent un petit peu, sans mauvais jeu de mots, et se disent, on n'est pas sûr de l'utilité. Non. Deux choses, là. Quand vous dites que les députés de tout parti québécois s'en vont à la Chambre des communes pour représenter l'opinion qu'ont leurs concitoyens des enjeux fédéraux. C'est pas des enjeux fédéraux au Québec. Ces gens-là, vous savez, en politique, puis on reviendra sur le... Rappelez-moi pour les consensus de l'Assemblée nationale, là. Tu sais, vous en avez fait de la politique, là. On va se dire la vérité, là. En politique, on compte des votes. Puis on gagne des élections en comptant des votes. Puis ceux qui ne l'ont pas compris perdent. Bon. Et il y a 78 sièges au Québec. Puis il y a autant de sièges qu'au Québec dans la région de Toronto.
La réalité, c'est ça. Donc, vous irez voir là, dans les 100 dernières années, puis vous me trouverez une élection fédérale où la couleur du gouvernement fédéral n'a pas été celle choisie par Toronto. Prenez-les, ils sont sur Wikipédia, allez-y. Mais les majorités sont souvent jouées au Québec, par exemple. C'est ça. Mais si on veut gagner une élection, il faut la gagner à Toronto. Il faut la gagner en Ontario avec un peu de l'Atlantique, etc. Le pouvoir du Québec, c'est de décider si on exerce un certain contrôle sur le gouvernement fédéral, si c'est minoritaire, etc. Ça, c'est le pouvoir du Québec. Maintenant, vous allez dire, oui, mais c'est pour des enjeux fédéraux. Non. Moi, je suis assis au Parlement, là, puis depuis 4 ans, je n'entends que parler d'ingérence dans les compétences du Québec. Sans arrêt. Sans arrêt, à chaque jour, à chaque minute, c'est presque à s'en rendre malade. Là, vous allez me répondre, on fait un peu d'un maïeutique socratique, là. Vous allez me répondre, oui, mais les conservateurs ne veulent pas s'ingérer dans les compétences du Québec. Ah oui, le pipeline? Pierre Poilievre, il compte des votes. Lui, il compte à Toronto puis en Alberta. C'est là qu'il compte ses votes. Fait que Pierre Poilievre nous dit, eux autres veulent des pipelines, puis je ne peux pas perdre ces votes-là. Alors, je vais faire en sorte que, malgré que le Québec, l'environnement, ce soit de compétence provinciale, le BAP soit de compétence du Québec, que l'énergie soit de compétence partagée, que l'aménagement du territoire est de compétence strictement québécoise, il dit, on va déclarer que c'est d'intérêt national, puis on va le passer de force pour plaire à l'Alberta, parce qu'il compte ses votes là-bas. Nous autres, les conservateurs du Québec, je veux bien croire qu'ils s'époumonnent à parler du Québec dans le caucus, mais quand ils sortent, ils ont compté des votes pour gagner le pouvoir. Stephen Guilbeault, je veux bien croire qu'il est environnementaliste, mais quand il sort du cabinet, il a compté ses votes, puis il finance Trans Mountain. Puis moi, quand j'ai parlé d'une politique d'aérospatiale à François-Philippe Champagne, puis j'ai dit que c'était pas normal de donner un contrat sans appel d'offres à Boeing plutôt que de laisser Bombardier soumissionner, là. Il m'a dessiné sur un post-it un avion pour me dire qu'on ne pouvait pas mettre de radar dedans, un Bombardier. Je me suis fâché, il a rangé le post-it. Puis, je lui ai dit que Bombardier l'avait déjà vendu à 5 pays. Pourquoi? Parce qu'il compte les votes en Ontario, puis que notre aérospatial écœure historiquement le Manitoba. T'sais, nous, les bloquistes, on fait de la politique. Mais on les compte au Québec, les votes. Maintenant, les consensus. Mais là, juste avant de passer au consensus, donc là, François-Philippe Champagne, qui est un élu du Québec, de la Mauricie, contre les votes. Ben oui, mais ils veulent le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. François-Philippe Champagne... Il faut gagner au Québec aussi, parce que c'est-à-dire, à un moment donné... OK, Stephen Harper, quand il était au pouvoir, il y avait quoi au Québec? Ah, il avait rien du tout, là. Bon. Il y avait 10 députés, là. Bon, puis les libéraux, s'ils gagnent l'Ontario, l'Atlantique, là, puis le BC, ils n'en ont pas besoin du Québec. Ça, c'est plus difficile. Bon, ils n'ont pas pour être au pouvoir. Alors, le Bloc québécois, dans un contexte où le Canada, c'est devenu normaliser les pouvoirs, là, les nouveaux programmes sur le pouvoir de dépenser dans les ingérences du Québec, on sert à les garder en contrôle. Puis je vais vous dire une chose. Avant d'être politicien, pendant la pandémie, j'avais été invité au comité des finances à Ottawa pour témoigner. Puis je leur avais dit que le fédéral... dans mon témoignage, que le fédéral, historiquement, utilisait les crises pour centraliser, puis utiliser ce pouvoir-là, médicaments, ci, puis ça, puis loi canadienne sur la santé, pour tasser les provinces. Et j'avais eu des appels d'économistes amis, puis mon directeur de thèse, puis des gens du Canada anglais qui me disaient, Jean-Denis, là, t'es un peu paranoïaque, là. La dernière grande loi, le dernier grand programme fondé sur le pouvoir de dépenser d'ingérence au Québec, c'était la loi canadienne sur la santé des années 70. T'es un peu parano. Depuis ce temps-là, c'est drôle, hein? Il y a eu une crise, hein? Puis là, c'est un tsunami d'ingérence. Puis là, en plus, on a une crise du logement. À ça s'ajoute Trump. Chaque crise sert à tasser les provinces avec ce pouvoir-là. Puis ils nous disent qu'ils ne font pas d'ingérence. On sert à ça, le Bloc. À ce temps, les consensus. Moi, je vais vous dire une chose qui m'a fessé. Mais fessé, pas frappé. Fessé. Il y a une certaine époque où on me dit que quand le premier ministre du Québec, là, était pas content, puis écrivait une lettre à Ottawa, là, que tout le monde en parlait d'un corridor à Ottawa, puis il avait peur du Québec, peur qu'on se sépare, puis peur qu'on se fâche, puis on avait une démographie plus grande, puis on avait plus de sièges à la Chambre des communes, puis un supposément French Power à Ottawa. Là. Moi, j'en ai vu là, des situations depuis 2021, puis je suis pas là depuis longtemps, là, où François Legault se fâche, puis écrit une lettre à Ottawa. Là. Puis je peux vous dire qu'il n'y a personne qui parle de ça dans les corridors. Que tout... Non, mais ça n'existe pas. Si le Bloc québécois porte pas là, ces messages-là de l'Assemblée nationale, je vous garantis que les gens, qu'à Ottawa, là, ils sont plus intéressés par le score de la game des sénateurs que par la lettre du premier ministre. Tabarouette, c'est les sénateurs. C'est pour dire, j'ai choisi soigneusement mon exemple. Mais, écoute, en même temps, est-ce que François Legault, comment dire, a une aura
à Ottawa. Parce que dans le temps, là, les premiers ministres du Québec, qu'ils soient fédéralistes, libéraux ou souverainistes, péquistes, ils rayonnaient à Ottawa. Oui, mais vous êtes nostalgique, ça a décliné. Et Jean Charest, quand il était au pouvoir, il a fait le conseil de la fédération. Et ils ont été obligés de se mettre en gang, là. Ils ont été obligés de se mettre à 13 contre 1 avec... Bon, on peut discuter sur c'est quoi un succès, c'est quoi pas un succès, mais il n'y a rien qui empêcherait un Québec souverain aussi d'être avec les autres puis de négocier, je veux dire, d'avoir son propre représentant. Mais même à l'époque libérale à Québec, là, il y avait cette reconnaissance-là qu'Ottawa ne servait pas nos intérêts, qu'on n'était pas capable de mettre de la pression. Tu sais, qu'on parle du Bloc québécois, qu'on parle du Conseil de la Fédération, là, la question, ça devient, c'est quoi la nature de la pression qu'il faut mettre? Mais le fait qu'on ne peut pas laisser le gouvernement fédéral agir au nom du Québec et penser qu'il va nous respecter, c'est Robert Bourassa en a parlé, Claude Ryan en a parlé, il n'y a pas juste des Parizeau et des Landry qui en ont parlé, là, puis c'est historiquement, je veux dire, Maurice Duplessis refusait que le fédéral s'ingère dans nos universités. Refusait des transferts, ça nous a donné une décennie de retard sur le financement de la recherche dans les années 50. Alors, on peut s'entendre sur la forme, mais sur le fait qu'on a besoin d'outils forts pour que le Québec soit écouté, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Mais alors, juste une autre petite chose, puis je te redonne la parole. Désolé, je l'ai un peu monopolisé. Mais... j'ai mon rôle à jouer là-dedans aussi. J'ai joué mon rôle là-dedans aussi. Mais, tu sais, alors, c'est super intéressant parce que je suis tout ce que tu es en train de me raconter. Puis, tu sais, ça fait du sens, chaque explication. Mais là, en politique, parfois, il y a le bout politique qui, ensuite, fait moins de sens, surtout par les personnes qui regardent ça de l'extérieur et à plus forte raison, à l'électeur. Tu sais, à un moment donné, la lettre de François Legault, elle résonne pas dans les corridors à Ottawa, puis le Bloc fait en sorte qu'elle résonne à Ottawa. Mais, tu sais, en même temps, au même moment... On a M. Legault qui frappe sur le Bloc. Pour lui, c'est la succursale péquiste à Ottawa. Puis que, bon, il y a quelque chose d'incestueux, que vous aidez les uns les autres, que lui est ailleurs, etc. Quelle crédibilité ça donne de se dire, ben là, le Bloc veut aider François Legault et son gouvernement, quand François Legault et son gouvernement ne veulent rien savoir du Bloc. Puis déjà invité à voter conservateur, notamment en 2021. Oui, mais nous, là, le Bloc, là, on se présente comme un parti de proposition. On s'en va à Ottawa, on essaie d'être le plus constructif possible. On dépose des projets de loi. Il y en a qui nous disent, vous avez voté avec les libéraux. Bon, beaucoup moins que ce que les conservateurs disent. C'est malhonnête, mais c'est sûr que qu'on fait amender, j'arrive sur François Legault, là, c'est un petit détour, mais qu'on fait amender un projet de loi pour que ça concorde avec les demandes du Québec. On est bien... malvenu de voter contre. Tu sais, la politique, il y a le spectacle. Il y a toujours du spectacle là-dedans. Puis il y a ce qu'on se dit, puis qu'est-ce qui passe à RDI le soir, puis à LCN, puis qui a sacré une volée à qui dans un débat. Puis il y a les questions de fond. Sur les questions de fond, il y en a des consensus au Québec. Là. Il y en a, là. Sur le logement, regardez les transferts pour le logement, là, l'Assemblée nationale est unanime, l'UMQ et la Fédération québécoise des municipalités, tout le monde est d'accord au Québec. Puis on a eu 4 ans de retard sur la construction de logements sociaux au Québec avec la stratégie fédérale parce qu'ils ne voulaient pas donner l'argent au Québec, parce qu'ils ne savent pas à Ottawa qu'on est la seule province qui a des programmes permanents de construction de logements sociaux, collectifs, puis de coopératives. Tu sais, sur le fond, il y en a des consensus au Québec. Nous autres, le Bloc québécois, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve le dénominateur commun, puis vous nous voyez très, très peu aller se coltailler dans le bout, là. C'est ça l'approche. C'est ça l'approche. Mais ça requiert de la patience. Parce que quand tu fais moins de spectacles, ça prend plus de pédagogie. C'est pour ça que moi, tu sais, quand on dit le débat, il est important pour le Bloc pendant la campagne électorale, pas juste parce qu'Yves François est bon, là. Personne n'a empêché Carney de parler, là, dernièrement, mais parce qu'on a déposé une plateforme, c'est des propositions qui sont plus complexes. Tu sais, ce que je vous ai expliqué sur le pouvoir de dépenser, tout ça, c'est pas évident pour tout le monde. Puis ça prend du temps, puis ça prend un moment de dialogue. Puis c'est clair que quand on décide qu'on prend cette approche-là, ben, tu sais, il faut assumer le fait qu'on a besoin de plus de temps pour dialoguer avec l'électeur. Je veux venir un peu à t'as mentionné les pipelines. Et encore une fois, on a le contexte actuel où tout le monde s'est réveillé soudainement pour dire comment ça se fait qu'on fait pas plus de commerce entre les provinces, puis ça se déplace toujours nord-sud. Et là reviennent tous les arguments
du pipeline Est-Ouest. Et moi, je l'ai déjà dit d'ailleurs sur le podcast, je peux comprendre le point de vue de l'Alberta qui sont pognés au milieu, puis essaient d'amener leurs produits en marché, puis on leur met des bâtons dans les roues. Et j'ai toujours posé cette question-là, qu'est-ce qui est mauvais? Puis là, on va parler de toute la question environnementale, on va parler de cash aussi. Mais c'est ça, tu sais, moi, je veux savoir, et j'écoute l'argument de Pierre Poilievre qui dit, le Québec, il dit qu'ils veulent pas du pétrole sale de l'Alberta. Le problème, c'est qu'ils l'ont déjà sur le sol, sauf que ça arrive pas de l'Alberta, ça fait un petit détour des États-Unis. Il y a tellement de choses à ce que vous dites, il faudrait que je me fasse des bullet points. Non, mais dans le fond, c'est juste ça que je veux discuter. Est-ce qu'il y aurait une manière de travailler ensemble pour que chaque province ait un petit bout de leur affaire, là, de leur deal? On commence par les barrières au commerce. Dès que toute la saga Trump a commencé, est arrivé les affaires de barrières au commerce. Moi, j'ai tout de suite alerté mon parti, mon chef. On était parmi les premiers à réfléchir là-dessus constructivement. C'est arrivé d'une étude de la Banque nationale qui prend une étude du FMI, qui essentiellement, c'est des statistiques, c'est de l'économétrie, puis essaie de voir ce serait quoi le PIB du Canada s'il n'existait pas de province, mathématiquement. C'est essentiellement ça qu'ils font. Puis là, ils s'en viennent, puis ils disent, il y a des barrières entre les provinces, ça c'est la conclusion logique, puis c'est l'équivalent de 17% de tarifs. T'sais. Et là, ils nous disent, à peu près, les provinces, vous êtes des Trumpistes, fait que là, vous allez devoir vous remettre en question. Okay? Puis ces barrières-là, ils ont été énumérées par Statistique Canada. Là. Puis ça, on vous les envoyerait les références. Une des principales barrières, c'est notre politique linguistique. Parce que c'est sûr, c'est affiché bilingue, c'est compliqué pour une compagnie du Manitoba. C'est pas naturel, une compagnie américaine. Mais il y a des trucs comme, par exemple, l'obligation de faire une première transformation du bois qui est coupé sur les forêts publiques au Québec. C'est vu comme une barrière au commerce, des trucs comme ça. Puis il y a quelques années, il y a eu le fameux monsieur qui voulait ramener de l'alcool d'une province à l'autre. Il est allé en Cour suprême en disant ça prend un libre-échange complet entre les provinces. Et le jugement de la Cour suprême, il est clair. Il dit que si on faisait en sorte qu'il y ait un libre-échange pur et complet entre les provinces, ça empêcherait les provinces de réglementer dans l'environnement, d'assurer leur sécurité alimentaire, etc. Puis la Cour a dit, ces réglementations-là, elles n'existent pas pour nuire au commerce. Elles existent, c'est comme mettre un stop sur le bord de la route. Là. Ça n'existe pas pour nuire au trafic. Ça existe pour la sécurité des gens, mais il y a des gens qui vont trouver que ça nuit au trafic. Mais c'est un peu la même chose. Puis moi, ce que je trouvais choquant là-dedans, c'est qu'Ottawa a commencé en disant c'est de la faute des provinces. Quand on est... Écoutez, on est dans un pays où, en 1984, il y avait 13 chaînes d'épicerie. Le régime de concurrence est passé date un des pires au monde. On en a 5 si vous mettez Costco et Walmart, là, où on a des déserts alimentaires. Ils nous disent le Canada est né sur un chemin de fer, c'est des monopoles. Le coût de transport coûte une fortune. Écoutez, à un moment donné, il y avait un article dans la presse où il disait regardez, les provinces de l'Ouest ont été géniales à enlever les barrières interprovinciales. Là. Ils ont ajusté leur réglementation pour le transport de foin par camion. Il y a un pays au monde de la taille du Canada, de notre taille, là, qui transporte par camion du foin. Puis c'est le Canada, parce qu'on a des monopoles dans le chemin de fer, puis c'est de compétence fédérale. Puis quand vous regardez, là, tout ce qu'Ottawa aurait pu faire pour être plus compétitif, le pétrole, c'est un enjeu. Si vous enlevez là, les investissements dans le secteur pétrolier, parce qu'il y a beaucoup d'incitatifs, l'investissement direct étranger est anémique. On a des problèmes de productivité, des investissements dans la recherche. Quand vous regardez ce que le fédéral aurait pu faire, là, sans avoir à s'asseoir à 14 autour d'une table, là, c'est choquant. Puis là, ils nous disent, en pleine crise, on va s'asseoir 14. Vous savez, là, libéraux, péquistes, peu importe, là, dans l'histoire canadienne, là, négocier à 14, là, non. C'est quand même pas une solution de gestion de crise. Mais alors, justement, en même temps, moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment en 2025, on peut pas nous assurer d'avoir un étiquetage bilingue lorsque on traverse l'océan en 7 heures, on se retrouve en Europe, ils ont plus de langues. Et non, mais c'est du niaisage. C'est du niaisage. Et puis honnêtement, en plus, je crois que normalement, avec l'intelligence artificielle, etc., on devrait être en mesure de nous améliorer là-dedans. Je dis pas qu'il faut passer ça au Google Translate, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste qu'en théorie, il y a des méthodes qui pourraient faciliter. Bref, mais là où je veux en venir, c'est que, bon, les Européens négocient à 27. C'est pas idéal, on s'entend. Puis je dis pas non plus qu'il faut
avoir un modèle européen ici. C'est pas ça non plus que je dis, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être plusieurs et négocier. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que un libre-échange complet et total... Ça n'existe nulle part. Voilà, merci. Ça n'existe pas. Exactement, ça n'existe pas. Donc moi, je crois que parfois, peut-être, en tout cas, ma perception, je peux me tromper, parfois on s'enfarge un petit peu quand on parle de libre-échange, on a l'impression que c'est tout ou rien. Non, c'est pas tout ou rien. Même avec les Américains, par exemple... Non, mais si c'était tout ou rien, on négocie pourquoi? Non, mais exactement. Mais alors, on négocie le point milieu. Non, mais c'est ça. Mais alors, c'est comme, d'ailleurs, regardez même le libre-échange avec les Américains. Le bois d'œuvre, ça faisait pas partie de l'ALENA, ça fait pas plus partie de la CEUM. C'est un accord différent. Donc, et puis, regardez, on a signé, le Canada a signé avec l'Union européenne un accord de libre-échange. Il y a bien des éléments que les Européens ont maintenus, ont protégés, et nous aussi, de notre côté, il y a des choses qu'on a protégées. Un accord dans lequel ils ont sacrifié la gestion de l'offre et toujours pas ratifié par la France. Oui, mais il est en fonction, c'est-à-dire ça fonctionne. Oui. Puis bon, sacrifier la gestion de l'offre, pas sacrifier. Ben oui, sacrifier. Moi, quand je vais chez mon fermier, chez nous, à Sainte-Scolastique, j'étais la semaine passée, là, puis quand ils leur enlèvent 4% de leur marché, là, moi, si je vous coupe 4% de votre salaire, là, vous allez trouver que je vous ai sacrifié. Non, eux autres, c'est pas théorique pour eux. Hein? Non, il me semble, là, je veux pas, comment dire, essayer de revenir dans mes je voulais pas changer de sujet, c'est juste que ça vient me chercher. Mais je pense, non, mais je comprends, puis regardez, tant mieux, parce que ça démontre un engagement. Un engagement, exactement. Non, j'ai aucun problème avec ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que en théorie, certaines fermes sous gestion de l'offre étaient censées être compensées. Donc, oui, mais se faire enlever son marché puis compenser, c'est pas un plan d'affaires. Non, on s'entend bien. Mais en même temps, la gestion de l'offre, hein, c'est aussi un modèle qui est unique au monde, ici au Canada. Ça n'existe plus ailleurs. Là, ça a été enlevé notamment en Australie, Nouvelle-Zélande. C'est un modèle fantastique. Mais je dis pas l'inverse. Bon, je suis favorable à ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est contextuel. Ouais. Mais bref, donc tout ça pour dire que on est quand même capable, à l'intérieur du Canada, entre les 13 provinces et territoires, d'avoir une sorte de libre-échange qui n'est pas un libre-échange total et complet et absolu et sur lequel on ferme tout. C'est pas juste blanc ou noir, mais sur lesquels il y a des choses qui sont absolument non négociables. Oui, mais moi, je questionne la question que vous posez. Parce que on a 10 provinces, 3 territoires. La Constitution canadienne, elle a été faite à l'époque. Vous savez, le Canada, là, c'est arrivé, la Confédération, à l'époque où on avait la Grande-Bretagne avait pris du mauvais bord pour la guerre de sécession aux États-Unis. On avait un traité de réciprocité avec le Sud. Ils nous ont fermé ça. Il fallait agrandir notre marché. La Constitution canadienne, elle est écrite de façon à ce qu'il y ait un libre-échange, mais que les provinces puissent avoir certaines réglementations qui concordent avec leur projet de société. Juste le fait de sous-entendre qu'il n'y a pas de libre-échange au Canada, c'est faux. Ah non, mais oui, je suis d'accord. Il y a un libre-échange entre les provinces. Absolument. Ben, de toute façon, présentement. Sinon, le Canada en tant que tel ne serait même pas un pays. Là, on s'entend. Bien sûr. Je veux dire, mais il reste qu'il y a un constat aujourd'hui. Le constat, c'est que il a été jusqu'à aujourd'hui tellement été plus facile d'avoir des PME qui exportent, et là je parle même pas des grosses industries, mais des PME qui exportent aux États-Unis, donc qui font un nord-sud, plutôt qu'un est-ouest. Non, mais c'est pas à cause du manque de libre-échange. Non, mais justement, qu'est-ce qui décourage les entreprises canadiennes à faire affaire au Canada auprès de provinces où elles ne sont pas? C'est ça la question. Oui, mais c'est la géographie. Non, mais écoutez, là, entre le Nouveau-Brunswick puis Vancouver, il y a la même distance ou à peu près qu'entre ta ville de Québec puis Caracas au Venezuela. Puis il n'y a personne qui veut nous faire un pipeline entre le Venezuela puis ici, là. Tu sais, je veux dire, la géographie, elle compte. On a la côte est américaine juste à côté de chez nous. Ce sont des États démocrates qui nous ressemblent en beaucoup de points. Je veux dire, c'est la géographie. Puis c'est documenté. La fameuse étude du FMI que la Banque nationale cite, et elle a fait cette étude-là le jour où elle se concentrait encore plus en monopole pour acheter la Banque canadienne de l'Ouest. Là. C'était la même semaine, là, soit dit en passant.
il l'énumère. Tu peux pas faire abstraction de la géographie et de penser que ça va être facile pour nous d'aller vendre des peanuts à Vancouver. Non, ça va pas être facile. Je suis complètement d'accord, ça va pas être facile. Mais il reste qu'on est dans un contexte un peu particulier. Je pense qu'il y a personne qui pensait qu'en 2025, on aurait la relation qu'on a actuellement avec les États-Unis. Personne. Il y a des personnes d'ailleurs qui croient toujours pas, là, qui pensent que ça va se régler là, dans quelques semaines. Puis, il va y avoir une négociation. Ben oui, mais justement, la négociation, la signature de M. Trump, elle vaut quoi aujourd'hui? C'est ça le problème, c'est quand bien même on veut négocier, j'entendais Pierre Poilievre dire on va négocier avec les Américains. Je veux dire, vous voulez, c'est quoi l'alternative? Non, mais et en passant, peu importe qui sera le premier ministre, hein, même si c'est M. Carney, puis c'est que il y a cette inquiétude-là que peu importe ce qu'on va négocier avec les Américains, ça se peut que ce soit dans du beurre. Parce qu'au moment même où on se parle, la CEUM est là et puis pas respectée. donc, il a reculé. Il a reculé sur certains tarifs et pour les produits qui sont accrédités à CEUM, présentement, la CEUM est respectée avec les Américains, à part pour ces fameux tarifs sur l'acier, etc. L'enjeu qu'on avait ici, c'est que comme on avait des tarifs, comme on avait une absence de tarifs dans l'OMC, on avait des producteurs qui n'avaient pas fait enregistrer leurs produits à CEUM. Puis présentement, le Canada, c'est peut-être celui qui est traité le moins pire. Voulez-vous qu'on parle de pipeline? Oui. Parce que le pipeline, là, c'est l'exemple typique du fait qu'on instrumentalise une crise en nous disant qu'il n'y a pas assez de commerce interprovincial pour nous vendre des mauvais projets. Des mauvais projets. Tu sais, Énergie Est, là, tout à coup, c'est ravivé. Moi, là, j'ai eu des rencontres au Bloc. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on a accès, ça, c'est l'utilité du Bloc aussi, ça en fait partie, on a accès à la diplomatie. Il n'y en a pas à Québec de diplomatie. Mais on les rencontre, les ambassadeurs. Il y a quelques années, pendant la pandémie, l'Allemagne nous disait on va peut-être avoir besoin de gaz naturel liquéfié. À cette heure, ils nous disent on n'en veut plus, on en consomme moins. On n'en a plus. Il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas de débouché pour notre pétrole en Europe. Bon. Ce que veut faire l'Alberta, c'est désenclaver son pétrole pour l'exporter. Ces projets-là n'ont absolument rien à voir avec notre sécurité énergétique. Absolument rien à voir. On est à 70 de pétrole canadien consommé, raffiné au Québec ici. Il reste un 30, puis allez parler à n'importe quel pétrochimiste, il va vous dire qu'on ne peut pas consommer 100 de pétrole lourd de l'Ouest. Tu sais, il sort là-dedans de l'huile minérale, de la vaseline, du naphte, etc., puis on fait des barres d'eau de toit avec ça. On est indépendant d'un point de vue énergétique et c'est tellement impossible d'aller couper l'approvisionnement que Trump, au jour 1, a donné un passe-droit au pétrole pour être sûr de s'assurer de ne pas être coupé du pétrole de sa cour arrière. Donc, ça, on le sait. Il y a eu une évaluation d'Énergie Est qui a déjà été faite. Ça a été fait par le Conference Board, qui disait qu'il n'y avait pas de retombées économiques pour le Québec à terme. C'était une affaire comme 35 emplois permanents. 35, pas 350. 35. Entre-temps, pendant la construction, c'est vrai qu'il y avait des retombées dans la construction de l'ordre de 3-4 000 emplois par année. Mais présentement, le marché de la construction, il est au plein emploi. Ça, c'est juste un déplacement, c'est pas des retombées. Ils ont été obligés d'allonger les délais pour l'agrandissement de l'hôpital de Verdun par manque de travailleurs de la construction. Ils nous disent qu'il faut construire 100 000 logements par année. On n'a pas de travailleurs de la construction. On voudrait en mettre 3-4 000 par année sur un pipeline en nous disant c'est ça les retombées. L'autre enjeu, il y a deux autres enjeux avec ça, puis ça, c'est là où l'Alberta va, m'excuse du mot, va nous entuber. L'autre enjeu, c'est que le pétrole canadien de l'Ouest, les Américains ont un rabais avec, parce que les Albertains sont pris avec. Le Western Crude coûte moins cher que le WTI, qui est à la bourse de New York, ou que le Brent. Mais le jour où ils vont l'amener au marché mondial, ce pétrole-là va avoir des débouchés, son prix va s'approcher du marché mondial. Ce ne sera pas aussi élevé que les autres parce qu'il y a de moins bonne qualité puis il y a plus de coûts de transport, mais ça va faire monter notre prix à la pompe. On a un rabais à la pompe du fait qu'on arrête le pétrole albertain, on le raffine puis on le consomme. On a un rabais, les Québécois, à la pompe pour ça. Et si jamais l'Alberta est capable de décupler sa production de pétrole, ça, c'est important que les gens le sachent, de décupler la production de pétrole, on va être encore plus dépendant de la péréquation. Tu sais, les gens pensent que la péréquation, là, c'est l'Alberta qui nous la verse. C'est un programme de dépenses fédérales qui vient du compte du gouvernement fédéral dans lequel les Québécois versent des impôts, puis les Ontariens aussi, puis tout le monde. On en paie presque le quart de notre propre péréquation. Puis la péréquation est calculée en fonction des écarts. Là, je simplifie, c'est des capacités fiscales, mais des écarts de richesse entre les provinces les plus riches puis celles qui ne sont pas pauvres, mais qui ne peuvent pas rivaliser avec une province qui a les mêmes ressources pétrolières que l'Arabie Saoudite puis le Venezuela, là. On est dans le top 3-4 au monde avec l'Alberta. Qu'est-ce qui arrive quand l'Alberta décuple sa richesse? On est encore plus dépendant de la péréquation. Fait que quand ils nous disent, vous recevez de la péréquation, fait que prenez donc tous les risques environnementaux pour un mauvais projet pour lequel il n'y a aucun investisseur privé, aucun, c'est une lubie, là.
Ben dans le fond, ce qu'ils nous disent, c'est une fois que ça va être fini, vous allez être encore plus dépendant de la péréquation. Ils vont nous dire, passez-en un deuxième, puis un troisième. À un moment donné, ça ne s'arrête pas. L'Alberta, ce qu'il faut qu'elle fasse, qu'elle diversifie son économie. Elle a eu une période pétrolière. L'Organisation internationale, l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'il faut qu'on arrête de développer des nouveaux projets pétroliers parce qu'on est dans une phase de changement climatique. Moi, je veux dire, on tank toutes nos autos, là, puis ça en prend. Mais qu'on réduise le développement de nouveaux projets et qu'elle utilise ces ressources-là. Et il faudrait que le fédéral les aide pour diversifier leur économie. Mais il n'y en a pas de bons projets. Il n'y a pas un investisseur. GNL Québec, là, il n'y a que des politiciens qui parlent de ça. Là. Mais là... c'est pas un enjeu de libre-échange. C'est des mauvais projets. Alors très bien. Moi, je t'écoute avec beaucoup d'attention, puis il y a beaucoup de choses que j'apprends en même temps que je t'écoute, là. Mais... la solution, alors, on est dans une situation aujourd'hui où les Canadiens, y compris les Québécois, sont très préoccupés pour leur économie, qui est intimement liée à celle des États-Unis. Puis on essaye de dire, il va falloir diversifier nos marchés, donc pas exporter juste aux États-Unis. Essayer de profiter de notre marché intérieur, à l'intérieur du Canada. Je comprends qu'il y a un enjeu géographique, mais on va s'entendre. Les États-Unis aussi, c'est un large pays, puis l'avantage, c'est qu'ils sont 400 millions, mais ce que je veux dire par là, c'est que ils essayent de profiter aussi de leur propre marché. C'est aussi une force de leur économie. Et on sait très bien qu'il n'y en a pas une solution miracle, mais il va y avoir peut-être 10, 12, 15 pistes. Et sur les 15 pistes, si on arrive à en faire 6, 7, notre économie va relativement tenir. Tu sais, je fais un survol très simpliste, là, mais c'est juste pour donner une image, là, pour qu'on puisse en discuter. Quelle est la situation? Quelle est la solution? Sachant que, pour des politiciens fédéraux, le bien commun à tout le Canada est une motivation. Contrairement aux politiciens provinciaux, qui, par la force des choses, c'est les intérêts de leur province. Monsieur Ford, là, il pense à sa province. Madame Smith, elle pense à sa province. Après, il pense à leur élection. Oui, mais... oui, mais ça passe par passer à travers l'intérêt de leur province. Si vous regardez l'agenda électoral de M. Ford, vous voyez bien qu'il pense à son élection avant tout, là. C'est ça son agenda, mais... non, mais je comprends, mais c'est-à-dire, au moment où on se parle, il fait pas d'efforts pour que le Terre-Neuve soit mieux. Il fait des efforts pour sa province. Ensuite, on peut remettre en question ses politiques, etc. Ça, c'est un autre débat, là, mais il pense à sa province. Monsieur Legault... il pense pas à l'enrichissement de la Colombie-Britannique. Il pense à celle du Québec. Là. Donc, c'est ça. Mais le propre des politiciens fédéraux, c'est aussi de penser au bien commun de la fédération. Sinon, ça sert à rien. Faisons 13 pays, tout le monde sera content, n'est-ce pas? Non, mais il faut... Puis je vais arriver après sur une partie des solutions, puis le fait que le Québec doit être une inspiration pour d'autres provinces là-dessus, puis je vais avoir des chiffres pour vous. Ils vont être approximatifs, là, mais l'ordre de grandeur, parce que, bon, j'ai pas la mémoire de Grégory Charles, là, mais cette idée-là, que quand on s'enrichit, ça se fait toujours aux dépens des autres. Cette idée trumpiste, là, de dire, on pense à l'enrichissement du Québec, puis que tout ça est un jeu c'est un jeu de serpent et échelle, là. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. C'est une erreur en libre-échange. Les gens ont tendance à penser comme ça, qu'il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais dans le libre-échange, on se spécialise dans quelque chose. Puis après, on est plus productif, puis on envoie nos biens ailleurs pour acheter ailleurs, puis tout le monde finit par être plus riche. Puis M. Trump va bien le voir que ça va appauvrir son pays, ce qui fait. Ce qui est arrivé en bourse depuis ces tarifs, c'est la plus grande destruction de richesse volontairement orchestrée, peut-être de l'histoire du monde. On rit pas, là. Après ça, il y a des guerres. Donc, à un moment donné, ils vont s'en rendre compte que ce n'est pas un jeu à somme nulle. Donc, de vouloir enrichir le Québec pour se spécialiser dans une filière batterie ou autre chose, et ci et ça, pour après ça faire des échanges, pour après ça s'enrichir, ce n'est pas ne pas penser aux autres.
C'est le propre d'une économie de marché où on fait ça. Maintenant, il faut diversifier. Ça, on le sait depuis la pandémie. Vous vous rappelez ce qui est arrivé avec les chaînes d'approvisionnement? On s'est dit, bon, on était dans du just-in-time, il n'y avait pas d'entreposage, on faisait venir des choses de la Chine qui arrivaient la semaine d'après. C'est un problème. Il y a des ajustements qui ont commencé à se faire sentir. Il faut diversifier. Au Canada, dont le Québec fait partie, en tout cas pour l'instant, on a des accords de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Mais le Québec, c'est la porte d'entrée canadienne vers l'Europe. On est en avance. Il y a des enjeux culturels là-dedans, mais c'est même vrai avec la Grande-Bretagne. 40% des investissements européens au Canada sont au Québec. Nous, on est en avance là-dessus parce qu'on se considère européen. C'est notre culture, il y a des enjeux géographiques. On n'est pas nord-américain un petit peu, non? Non, mais on peut longtemps parler de la sociologie de ce qui est un Québécois. Là. Puis ça, on se réinvitera puis on prendra 3-4 heures. Ouais, c'est ça. Puis je suis pas certain que je suis le meilleur invité pour ça. Mais on va prendre le Code Québec de Jean-Marc Léger. Je l'ai acheté à l'aéroport à Toronto, ce livre-là. Puis, mais on est la porte d'entrée. Puis il va falloir à un moment donné que les autres provinces, elles, si elles veulent se diversifier, combattent leur géographie. Parce que nous, au Québec, on a un avantage. Je vais vous donner un exemple du fait que c'est ignoré. Puis ce sont des idées que le Bloc québécois va contribuer à circuler à Ottawa. En 2030, l'Union européenne va implémenter complètement, 2030-2035, je pense que c'est 2030, son ajustement carbone à la frontière. Quand vous allez exporter un bien en Europe, puis qui n'est pas taxé ou il n'y a pas suffisamment de taxes carbone dessus, eux vont considérer que c'est de la concurrence déloyale à même titre que le travail des enfants. Là. Puis ils vont dire on vous taxe à la frontière. Fait que présentement, on nous dit de façon électoraliste, prenez M. Carney, on va manger le lunch des conservateurs, on va abolir les taxes carbone. C'est son choix, ça, c'est ses affaires. Au Québec, on a notre propre régime. Puis en même temps, on va diversifier notre économie. Puis nous, on se ramasse dans une position au Québec où on est la porte d'entrée vers l'Europe, avec ces 40 % d'investissement. Puis quand vous regardez le volume d'import-export, on est surreprésenté. Et là, on se ramasse dans une situation où éventuellement, nous, on va devoir expliquer, nous, les Québécois, aux Européens, que c'est pas normal qu'on aille payer des taxes en Europe plutôt que de garder les sous ici, parce que le Canada, en nous disant diversifier, n'a pas du tout considéré les particularités du Québec. Bon, ça, c'est un exemple de ça. Ça prend le bloc pour ça. Donc, juste pour fermer un peu le sujet... Je pensais que tu allais dire la gueule de Salim. Non. J'ai aussi eu peur que ce soit la mienne. Non, mais juste pour fermer, parce que c'est l'argument principal. Et je comprends la game politique électoraliste là, de dire qu'on est en meilleure place pour s'occuper du Canada face à ce qui arrive aux États-Unis, etc. Donc oui, la diversification du marché au Canada, dans le fond, tu dis que ça risque de ne juste pas arriver à cause de la nature indépendante des provinces? Ce que je dis, c'est que tu sais, les politiciens qui arrivent avec une solution magique, un beau slogan, puis c'est une solution à tout. Il faut se méfier de ça. Il faut se méfier de ça. La solution, d'abord, diversifier ses marchés, c'est à long terme. C'est du démarchage. Ça prend des accords, ça prend des investissements, puis les réglementations pour les aliments puis les produits de consommation en Europe ne sont pas les mêmes que les nôtres, puis pour les véhicules, puis etc. Ça prend du temps pour faire ça. Ce que je vous dis, c'est que le Québec est en bonne position, qu'il y a des efforts qui ont été faits depuis la pandémie pour ramener des chaînes d'approvisionnement en Amérique du Nord, puis là, on est un peu comme pris entre deux choses. Rappelez-vous, là, il y a 4 ans, on se disait, mon Dieu, il faut ramener ça au Canada et aux États-Unis parce qu'on est coupé de la Chine, mais on est coupé d'ailleurs à cause de la pandémie. Puis là, 4 ans après, on dit, mon Dieu, il faut renvoyer ça là-bas. C'est long faire ces choses-là. C'est pour ça qu'à court terme, ce qu'on dit, c'est qu'il faut négocier avec ce qu'on peut. M. Trump, on ne pense pas qu'il va faire un 3e mandat. Là. Entre-temps, présentement, il y a quand même des produits ASEAN qui sont exemptés, puis c'est un wake-up call. Maintenant, tu t'en vas pas diversifier tout ça en 24 heures puis en 6 mois. Là, il faut protéger les emplois, reformer des gens, réinvestir en éducation, puis mais il n'y en a pas de solution magique. Fait que quand ils nous disent, là, il faut être écrasant face à Trump, puis c'est moi qui vais être assis en avant, puis regardez bien, là, surestimez pas ce que peuvent faire les politiciens, là. Notre secteur des affaires, il a compris le message, il est d'une crise après l'autre. Je vous l'ai dit, crise pandémique. Après ça, crise, ça a l'air niaiseux, mais crise du logement, ça monopolise des ressources. Ça monopolise des ressources, ça, je veux dire. On peut pas, quand on construit du logement, on ne construit pas une usine.
Bon. Puis là, on est dans crise de tarifs, puis on va en avoir d'autres, des crises à un moment donné. Puis ces ajustements-là prennent toujours du temps, puis entre-temps, il faut s'occuper de notre monde. C'est ça la réalité. Puis ce que je vous dis, c'est que le Québec, nous, on est déjà bien positionné à cause de nos relations avec l'Europe. Tu sais, moi, j'ai Airbus dans ma circonscription. On aurait mieux que ça reste Bombardier, mais c'est Airbus. Et de reconnaître ça, mais de s'assurer aussi que ces spécificités-là qu'on a, nous, qu'elles soient respectées par le fédéral. Parce qu'ils ne peuvent pas nous dire en même temps, on abolit des taxes, des ci, des ça, ça va vous nuire avec vos relations avec l'Europe. By the way, faites plus de commerce intérieur, puis on va vous nuire avec l'Europe. Le Québec a un écosystème entrepreneurial avec des filières qui lui sont spécifiques. L'aérospatial, c'est un exemple parfait de ça, la nouvelle filière batterie. Les projets ne vont pas tous bien, mais si vous allez à Bécancour, il y en a beaucoup de projets qui vont bien. Dans la filière batterie. Puis il faut qu'on défende ces secteurs-là parce que c'est pas toujours bien compris à Ottawa. Puis comme je vous répète, quand ils comptent leur vote, ils les comptent pas toujours chez nous. On a complètement détruit les plans de campagne que tu avais pour aujourd'hui. J'avais une dernière question, à moins que toi, tu en avais une. Non, vas-y. On fera pas une thèse de doctorat là-dessus, là, pas aujourd'hui. Mais alors, le Bloc québécois, évidemment, identité québécoise, c'est central dans ses interventions. Puis c'est très bien ainsi d'ailleurs, notamment bien sûr la langue française. Votre chef parle aussi beaucoup de la laïcité de l'État. La loi 21. Votre chef dit aussi que d'une certaine manière, il est là pour porter la voix du consensus de l'Assemblée nationale. Cette loi-là, non seulement elle ne faisait pas consensus, elle a été adoptée sous bâillon, hein, le même bâillon avec lequel vous n'êtes pas d'accord quand ça arrive au fédéral. Le même genre de bâillon, le même outil. Ça s'en va au Cour suprême. Comment je vais dire ça? Il y a des gens au Québec. Je pense que je comprends la question. Oui, c'est ça. Il y a des gens au Québec qui sont contre. Et attention, je vais préciser parce que c'est très important, un sujet à la fois plate et important. Il y a du monde qui sont pour la laïcité, farouchement pour la laïcité, mais qui ne peuvent pas supporter la loi 21 pour des aspects considérés comme étant discriminatoires. Puis en passant, je ne veux pas faire de cache-cache, c'est mon cas. Vous n'avez aucune idée à quel point je suis favorable à la laïcité et même que j'ai plein d'idées pour la renforcer et partout dans l'État québécois, pas seulement là où elle s'applique supposément en ce moment, mais par contre la loi 21, moi j'y suis personnellement allergique. Je respecte ceux qui sont favorables, mais moi j'y suis allergique. Le Bloc, là, il représente qui finalement? Le consensus de l'Assemblée nationale, sachant qu'il n'y en a pas sur cette question, ou il représente lui-même, ou il représente le Parti québécois là-dedans, parce que le Parti québécois voudrait aller encore plus loin que la CAQ sur ces questions-là. À la barre, là, il existe un consensus au Québec sur le fait que c'est un débat qui est national au Québec. Oui. Moi, je crois à ça. Puis, tu sais, j'aime la façon dont vous l'amenez, parce que vous dites... moi, je suis allergique à cette loi-là. J'ai des idées pour la laïcité. On peut en parler. Puis moi, je pense que c'est le ton à adopter. Alors, ce que nous, on dit, c'est que c'est une loi de l'Assemblée nationale du Québec, mais surtout que le débat appartient aux Québécois, mais que c'est certainement pas au fédéral à s'en mêler. C'est à peu près ça. T'sais. Ce qu'on se dit, c'est que si la définition qu'on a de la laïcité, c'est la façon de légiférer dessus, si on veut faire d'autres commissions Bouchard-Taylor, il y en a qui pensent que ça doit s'appliquer. Puis moi franchement, là, je me garde de vous donner mon opinion là, sur le détail parce qu'on demande au fédéral de ne pas s'en mêler. Comme député fédéral, c'est pas moi qui va m'en mêler. Mais ce qu'on dit, c'est que ce débat-là, il doit être national aux Québécois. Dans ce contexte-là, et ça, je pense que c'est consensuel. Dans ce contexte-là, nous, on défend l'usage de la clause non-obstant. On a le droit de l'utiliser. Là, les fédéraux ils ont inventé un concept en disant que ça ne peut pas être utilisé de façon préventive. Mais elle a été désignée pour ça. C'est comme de dire, moi, je suis en faveur du dentifrice, mais pas de façon préventive. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Donc ça, on défend cette chose-là. Mais le débat sur la laïcité doit être national. Maintenant, quand une loi du Québec est adoptée, clause dérogatoire ou pas, puis qu'un Québécois décide qu'il en conteste les modalités jusqu'en Cour suprême, jamais le Bloc québécois a dit que les Québécois ne devaient pas faire ça. Jamais. Vous essayez de trouver. Ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas au gouvernement fédéral, avec l'argent des Québécois,
de financer ces poursuites-là directement ou indirectement, mais jamais on ne dit qu'il était illégitime pour un Québécois dans un état de droit de contester une loi québécoise. Mais alors justement, puis je veux pas trop m'étaler parce que c'est pas le sujet le plus intéressant. Honnêtement, tout ce dont on a discuté avant était vraiment super. Mais moi, je suis pas un spécialiste de ça. Je suis très citoyen comme type d'intervention. Non, c'est ça, exactement. Mais j'apprécie ça. Mais justement, c'est-à-dire que il y a bien des Québécois qui se sentent lésés par cette loi-là, qui considèrent qu'ils sont pas capables de la contester sur le fond. Je parle sur le fond parce qu'il y a la clause dérogatoire qui est là-dedans. Puis, comme on dit en bon français, don't get me wrong. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'utilisation de la clause dérogatoire est constitutionnelle. Elle existe, on peut l'utiliser. Maintenant, l'esprit même de l'utiliser en amont, c'est pas moi la Cour suprême va se prononcer là-dessus, mais l'esprit même de l'utiliser en amont, c'est de dire oui, on sait qu'elle est discriminatoire, mais on va le faire pareil. Puis ça dérange un certain nombre de personnes. Mais c'est une mauvaise lecture. Parce que quand on utilise la clause dérogatoire, au-delà de la charte fédérale, admettons que nous autres au Québec, là, on est 9 millions de personnes, on est allergiques à la charte fédérale. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'elle ressemble à la nôtre, et la nôtre est arrivée avant. Mais même notre charte, à nous, permettrait pas à cette loi-là de passer. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on se soustrait aux chartes en utilisant la clause dérogatoire. Et là, c'est un peu dommage, parce que, en tout cas, de mon point de vue à moi, je dis c'est dommage parce que le Bloc québécois a déjà eu un gros malaise par rapport à ça. Sous Gilles Duceppe, où même la charte des valeurs de Mme Marois à l'époque avec M. Drainville, etc., il y avait comme un malaise avec ça. Puis aujourd'hui, je vous le dis de l'extérieur, et puis je peux me tromper, et puis tant mieux si je me trompe. Honnêtement, j'espère me tromper. Mais quand j'entends Monsieur Blanchet, pour qui j'ai beaucoup de respect, parler de ça, on dirait qu'il est favorable à la loi 21 et confond loi 21 et le principe de laïcité et de sécularisme. Il en a parlé beaucoup. Non. Parce que la loi 21, ce n'est pas la laïcité. Non, la loi 21, c'est la façon dont l'Assemblée nationale, c'est la façon choisie actuellement par l'Assemblée nationale pour exprimer... Sous Bayon. Bon, oui, non, mais sous Bayon, mais tu sais, pour exprimer... Oui, mais tu es un gouvernement majoritaire, vous savez. Bon, ça avait commencé. Non, mais c'est juste parce que vous parliez d'unanimité. Non, mais c'est la façon... L'unanimité de l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas d'unanimité. Non, mais ce que je vous dis, c'est que sur cette question-là, la question, c'est est-ce qu'il y a une unanimité au Québec pour que le débat demeure national et ne soit pas hijacké par le gouvernement fédéral? C'est littéralement ça la question. Maintenant, il y a un consensus, il n'y a pas d'unanimité, mais il y a un consensus. Quand vous parlez de la clause dérogatoire, le fait de l'utiliser avant coup, moi je pense que vous avez profondément tort là-dessus pour la raison suivante. Parce que quand la charte a été inscrite dans la Constitution en 1982, la clause dérogatoire, c'était le consensus Québec pour permettre au gouvernement du Québec de faire respecter des droits collectifs, notamment des lois linguistiques, dont la laïcité fait partie. À l'époque, quand ça a été le temps de l'utiliser, le gouvernement, c'était très... Cette clause-là était bien vue au Québec et mal vue dans le reste du Canada. Et il y avait vraiment deux solitudes là-dessus. Et le gouvernement du Québec se restreignait de l'utiliser avant coup pour ne pas mettre en colère les neveux de province, notamment dans ce qui est fini par arriver avec Meach. Ça a été utilisé comme prétexte pour faire tomber l'accord du lac Meach, l'utilisation de la clause nonobstant pour protéger nos lois linguistiques. Bon, c'est pour cette raison-là que ce que faisait le gouvernement du Québec, c'est adopter une loi, la laisser contester, la laisser grignoter, puis pendant des années faire vivre de l'incertitude quant à ces droits collectifs-là pour l'ensemble des Québécois pour finalement l'utiliser quand il l'aurait utilisé avant coup. Et basé sur cette dynamique de négociation constitutionnelle-là, et sur le fait qu'on était un peu pris en otage par les neveux de province, c'est développer cette idée complètement saugrenue au gouvernement fédéral que le gouvernement du Québec est dans l'obligation d'aller se faire rincer pendant des années par la Cour suprême à grands coups de fonds publics avant d'utiliser une clause qui, finalement, inévitablement, doit être utilisée. Moi, je pense que c'est un nouveau concept et on nous dit que ça n'a pas de valeur juridique et qui est analysé à la lumière d'une histoire qui n'est pas du tout celle qu'on vit aujourd'hui. OK. En tout cas,
je pense qu'on... je vous écoute, je suis pas nécessairement très d'accord là-dessus, mais la démocratie, ça sert à ça. C'est la beauté de la chose. Mais d'ailleurs, mon mot de la fin, avant de laisser George conclure, honnêtement, depuis 2 ans qu'on fait ce podcast-là, c'est l'un des échanges les plus intéressants que moi, personnellement, j'ai eu. Ah, c'est gentil. Et vraiment, j'apprécie beaucoup à la fois l'intelligence, la vivacité, la culture politique et en plus votre, vos connaissances économiques. Mais ça, à la limite, vous êtes formé pour ça. C'est un peu une seconde nature, oui. Et donc merci beaucoup, en tout cas, parce que moi, personnellement, j'ai passé un très, très bon moment. Je pense je sais pas combien de temps qu'on a enregistré, là. On a dépassé l'heure, là, puis c'est correct. Là, on l'a fait avec notre ami Emmanuel Dubourg. Quand c'est intéressant, on laisse ça aller. Mais je me sens un peu mal parce qu'on a organisé des campagnes. On sait c'est quoi là, un horaire. Là, puis on a sorti de vote. D'ailleurs, je sais pas quand c'est mis en ligne, mais allez voter par anticipation. Merci de votre accueil là, avant que vous finissiez. Moi, j'apprécie beaucoup ça. Je pense que c'est le type de dialogue dont on a besoin, qui est ouvert, civilisé, adulte. La politique, c'est ça que ça devrait être. Puis j'en profite pour saluer les gens de la belle circonscription de Mirabel, que je m'en vais rejoindre de ce pas. Un petit mot, c'est ça, j'allais justement faire ça. Il reste 10 jours avant le grand jour. On est en période de vote par anticipation. Un petit mot pour les gens de Mirabel? Ben, moi, je dis aux gens de Mirabel que moi, je trouve que c'est une belle campagne. Puis une belle campagne pour moi parce que, savez-vous quoi, j'ai pas changé grand-chose. J'ai continué à travailler 12, 13, 14 heures par jour. Tu sais, quand vous regardez mes médias sociaux, moi, je fais pas partie des politiciens. Puis je suis content de me vanter pour ça parce que je suis vraiment fier de ça. Je suis content de faire partie des politiciens qui vont voir les gens hors des campagnes électorales, qui suivent ces dossiers, qui se présentent en personne. Je suis content d'être comme ça. Puis je trouve que la campagne, dans le fond, elle me permet de rappeler ça aux gens. Ouais. Rappelez-vous que je suis tout le temps là autant qu'en campagne. Alors, c'est le fun de faire campagne. Franchement, c'est le fun. C'est fatigant, c'est stressant, mais j'en ferai des dizaines d'autres. Je pourrais pas partager ça, malheureusement. Je pourrais pas. Un grand merci à tout le monde de nous avoir suivis. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Il y a plein de contenu qui s'en vient. Grand merci à toi, Jean-Denis. Bonne chance aux élections. Puis peut-être qu'on va se voir bientôt. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Merci.